La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir pour ce TVR BPGO Business Club de rentrée. Le plaisir est immense ce soir car c'est le retour du public. On a été bien malheureux ces derniers mois, il y a eu cette pandémie, cette Covid-19, mais qui n'a jamais empêché la tenue de ce rendez-vous entre vous et ce monde économique. En visioconférence lorsque nous étions au plus profond de cette pandémie et puis ensuite sans public, mais ça fait vraiment un plaisir vraiment de vous retrouver car il y a du lien, il y a du liant chaque mois ici dans ce magnifique atrium pour cette économie décryptée par ceux qui la font. Alors avec les trois chroniqueurs du jour, mesdames, merci à vous Valérie Cotreau, PDG d'Artefacto. Bonsoir Valérie. Également à vous Carole Potresse-Glaise, présidente de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Bonsoir Carole. Et bonsoir cher Maurice Bourrigaud, directeur général de la BPGO. On a évidemment beaucoup de questions à poser. Au premier invité, je vous demande de l'accueillir par des applaudissements car ces établissements constituent vraiment les fleurons de notre économie. Serge Rolig, président directeur général, les Thermes Marins de Saint-Malo. Serge. Serge, grand merci d'avoir accepté cette invitation du TVR BPGO Business Club. On est très très heureux de vous recevoir. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser sur votre savoir-faire, mais aussi comment un établissement, comment des établissements que vous avez, que vous possédez avec votre fils, votre famille et l'ensemble de vos salariés, comment vous avez traversé cette Covid-19, comment on fait lorsqu'un de tels établissements restent fermés alors que votre quotidien est d'accueillir du public et comment vous voyez cette relance. Voilà un peu pour avoir fléché vraiment ces questions. Moi j'aimerais commencer par l'homme, l'homme qui donne aussi beaucoup d'allant au quotidien dans ces belles maisons. Une maman qui avait un hôtel dans les Côtes d'Armor, non loin de Saint-Malo, et le petit Serge, vraiment après de belles études dans l'aviation, s'est retrouvé à rencontrer un homme extraordinaire, c'était Louison Bobet, à qui il va proposer de lancer la première thalasso de France, c'était à Quiberon. Et on comprend mieux aujourd'hui votre goût pour cette activité très très importante. Il y a bien évidemment quand même une place forte parce que les Thermes Marins, c'est avant tout un très bel édifice. 1981, c'était l'hôtel de Paramé qui devient le grand hôtel de Saint-Malo. Et en 81, vous allez reprendre ce qui va devenir le grand hôtel des Thermes. Vous le passez de 2 à 5 étoiles et aujourd'hui, ça fait un peu notre fierté. Vous aviez très jeune l'âme de quelqu'un très économiste dans l'âme et puis le goût de l'entrepreneuriat. Vous l'avez toujours eu? Je pense que c'est une tradition, effectivement. Ça a commencé par les parents, donc, qui après-guerre ont parlé de redémarrer l'activité en France. C'était le démarrage des fameuses 30 Glorieuses. Et oui, eux ont commencé par travailler 7 jours sur 7, ne comptant pas les heures dans la journée. Et ça donne quand même des grosses habitudes de travail, y compris pour le petit garçon que j'étais à l'époque. Alors moi, je ne pensais pas du tout devenir hôtelier. Effectivement, j'ai poursuivi des études. Je les ai rattrapées quelquefois, d'ailleurs. Donc je suis ingénieur de l'aviation civile. Je trouvais qu'à l'époque, l'avenir c'était l'aviation, donc je trouvais ça tout à fait intéressant. J'ai une anecdote d'ailleurs, parce que un jour aux États-Unis, je devais avoir 21 ou 22 ans,
des journalistes sont venus m'interroger pour me dire qu'est-ce que ça vous fait de dormir dans le lit de Monsieur Aldrin, là, pendant que vous êtes en train de le voir marcher sur la Lune. C'est étonnant quand même. Hein. Je ne sais pas si je vous l'avais raconté. Si, si. Mais voilà, bon, ben, il se trouvait que cette année-là, Aldrin, il n'était pas dans sa maison, ou la maison de ses amis, qu'il louait chaque année. Mais il était ailleurs, et ils avaient décidé de faire venir des jeunes Français pour... comme ils appelaient, Experiment in International Living, voilà, donc, et j'étais là. Bon. C'est une belle expérience quand même. Hein. Et je vous invite à regarder l'Intuitu personnel sur TVR, justement, de Serge Rollic, du temps long, 1h20 d'échange et d'entretien sur sa vie. Maurice Bourrigaud, une première question à Serge Rollic. Ce sourire, Serge Rollic, est-ce que vous l'avez toujours gardé depuis 18 mois ? Qu'est-ce qui s'est bien passé pour vous? Mal passé, très mal passé, sans refaire toute l'histoire? Est-ce qu'on aurait pu faire des choses vraiment mieux? Je ne vais pas faire de procès à nos gouvernants. C'était une période extrêmement compliquée, très nouvelle. C'est ce virus qui changeait de costume tous les jours. Il fallait changer de système d'accueil tous les jours. Donc c'est vraiment très compliqué. Bon, nous, on a assez mal vécu l'idée que nous n'étions pas essentiels. Très clairement, et je pense qu'il y a beaucoup de métiers représentés ici qui n'ont pas compris pourquoi on pouvait garder les hypermarchés, les supermarchés ouverts et pourquoi plein d'autres activités devaient fermer. Bon, cela étant, il y a des règles, on les a respectées. Nous, ce qui a été difficile, c'est effectivement dans des métiers où notre rôle, c'est d'accueillir, c'est d'apporter du service, on est dans l'humain, dans le quotidien, dans le domaine de la forme, de la santé quand même, parce qu'on a aussi, nous, des gens qui venaient chaque année s'entretenir, les petites grand-mères qui ont des problèmes d'arthrose, de rhumatisme, ou des grands-pères aussi d'ailleurs, voilà, et qui n'ont pas pu se soigner, tout simplement, des gens qui se prennent en charge au niveau de santé, ils n'ont pas pu venir. Ça, c'est un grand manque. L'autre sujet, c'est nos salariés. Comment rester en contact avec eux, comment leur annoncer des choses alors qu'on n'avait rien à annoncer, puisqu'on est dans le flou le plus total. Ben on leur écrivait, on leur envoyait des mails, on pense à vous, mais on n'a rien à vous dire, mais on pense à vous. Et puis on a essayé par ailleurs d'organiser des réunions. Alors quand vous êtes un groupe de quelques centaines de personnes, des réunions où on n'est pas plus de 10, hein, c'est ça, ou 40 par d'autres. Hein, ça fait beaucoup de réunions, mais on les a faites. Donc ça nous occupait beaucoup. Carole Potrel-Glaise. Oui, j'ai envie de rebondir justement sur ce que vous venez de dire sur les ressources humaines. On a entendu ces derniers mois les difficultés, l'hôtellerie, la restauration qui avaient perdu, on a entendu d'abord 10%, puis presque 20% en fait de leur effectif. Quelle est la situation du groupe et puis j'ai entendu que vous avez gardé le lien. Est-ce que vous avez des conseils peut-être à donner? Alors des conseils, nous garder le lien, ça c'est très important. On a eu la chance aussi quand même de leur donner une prime pendant la période, ils ont eu presque un 13e mois pendant la période d'inactivité, donc c'est quand même quelque chose de fort sur un plan financier. On a eu la très bonne surprise, quand on a redémarré, on avait besoin de 750 personnes, on en avait 748. Il n'y en a eu que 2 à partir, donc c'est vraiment très peu. Je pense que les conditions de travail, je pense que l'organisation, la belle clientèle font que les gens sont très attachés à l'établissement. Je dirais cependant que c'est plus difficile maintenant. On sent qu'il y a un peu plus de difficultés. On n'a jamais eu trop de difficultés à recruter avant. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Valérie Cotreau. Toujours dans cette veine Covid un peu dure, qu'est-ce qui a changé finalement sur le plan managérial pour vous aujourd'hui par rapport à la situation passée? Est-ce que ça a changé des choses sur votre management au niveau de vos équipes? Et de la même façon, est-ce que côté offre client, vous avez revisité les choses? Est-ce que la période Covid a modifié finalement les attentes de vos clients? Alors, on a modifié beaucoup de choses en matière de procédures sanitaires, bien évidemment, les gestes barrières. Je suis toujours un peu sidéré de voir les gens se balader avec le masque. Comment peut-on se détendre avec un masque dans un établissement? Ben non, ça se passe plutôt bien. Les gens se sont habitués à cet aspect des choses.
dès qu'il y a un voyage d'un endroit à un autre, on met le masque. Même dans les soins, on met le masque. Hein. Et ils arrivent quand même à se détendre. Finalement, c'est une belle performance. Hein. Sur le plan managérial, non, on n'a pas changé grand-chose. On impose ces règles-là en plus. Le pass sanitaire, bien évidemment, maintenant. Mais ceci est finalement assez rassurant. Pour les uns et pour les autres, on est un peu dans un autre monde et on a besoin d'être rassuré par rapport à ce virus qui est quand même toujours là. Serge, nous sommes dans les tout premiers jours de septembre, peut-être trop tôt pour dresser un premier bilan de l'été, mais quels sont vraiment les chiffres et vraiment le ratio que vous possédez aujourd'hui sur cet été en Bretagne et à Saint-Malo principalement? L'été, il est excellent. Il est même assez extraordinairement très bon, très bon. Alors, pas étonnant, puisqu'on a été fermé 7 mois et demi. Donc, en 3 mois, on ne fera pas la performance des 7 mois et demi, mais j'ai un chiffre en tête. On a redémarré le 19 juin, on avait à peu près 7,5 millions de retard de chiffre d'affaires. On n'est plus qu'à 3 millions. Donc, l'été a été extraordinaire. On n'a pas tout rattrapé, mais on a rattrapé beaucoup, beaucoup. Maurice. Alors, on voit bien qu'on est dans l'excellence à la française quand on vous côtoie. Parce que pas seulement ce lieu est prestigieux, ce lieu principal de vos activités, ce n'est pas le seul, mais on voit bien ces termes marins de Saint-Malo, c'est un lieu très prestigieux. Est-ce que les étrangers reviennent? Quel est votre carnet de commandes d'octobre, novembre? Est-ce que on va revenir à un niveau normal à vos yeux, dans vos activités, rapidement? Alors, premier chiffre, la clientèle principale en ce qui nous concerne, elle est française. Je dis quelquefois en blaguant, on n'a pas beaucoup d'anglais. À Saint-Malo, pendant 3-4 siècles, on s'est attaché à les repousser et même à leur ruiner la santé. Maintenant, quand on leur dit « venez vous remettre en forme chez nous », ils ne croient pas. Donc, je peux le comprendre. Hein. Mais non, donc, et plus prosaïquement, l'eau chaude ou l'eau de mer chaude, c'est très latin. Les Romains nous ont appris cela. Et quand vous adressez à des anglo-saxons, qu'ils soient américains ou autres, on est plutôt dans la chimiothérapie, si je puis dire. Non, mais c'est plutôt l'américain, c'est plutôt le drugstore. Hein. Donc on a un peu de mal à leur expliquer que l'eau chaude, ça peut lui faire du bien à la santé. Ils croient au spa, ils sont ouverts aux techniques orientales, mais la thalassothérapie, on a beaucoup de mal. Et comme on est très pragmatique, si j'ai une page de pub à faire, je la fais dans le Figaro, je ne la fais pas dans le Guardian ou dans le Times. Hein, et ça va rapporter un peu plus. Hein. Donc 90% de clients étrangers, français, les étrangers c'est 10%, et ce sont principalement des francophones. À une certaine époque, on avait des Russes. On en a moins maintenant. C'est lié à la crise du rouble, c'est lié à la situation en Russie, mais on recevait près de 1000 Russes par an, ce qui était donc une clientèle. C'était pas Courchevel, c'était pas Saint-Tropez, c'était pas une belle clientèle de très bon niveau et puis très simple. Hein. On avait en particulier, je me souviens d'architectes russes qui sont venus pendant 5-6 ans, ben on les revoit plus là maintenant. Carole. Oui, ben on va continuer sur le sujet de la clientèle, puisque en fait, on a pu lire, on a pu voir qu'il y avait des thalassos en Bretagne qui étaient actuellement en cours de rénovation, voire complètement reconstruction. Est-ce que c'est pour capter une nouvelle clientèle? Parce qu'on a parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué, des gens qui avaient évidemment des pathologies ou qui avaient besoin de soins. Est-ce qu'il y a des projets? Et puis vous qui avez innové et créé l'aquatonique et d'autres projets, est-ce que, bon, vous n'allez pas nous dire vos secrets, mais est-ce que vous savez si au niveau de l'association des thalassos de Bretagne, il y a justement une volonté d'aller chercher un autre public? Alors, je voudrais dire déjà que la Bretagne est la première terre de la thalasso et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et les plus belles thalassos de France sont en Bretagne. On va concéder, il y en a peut-être une ou deux à Biarritz, mais vraiment la Bretagne a toutes les caractéristiques pour offrir les conditions d'un bon séjour, l'air tempéré, tonique, une mer de qualité,
Et puis, il faut le dire, une main-d'œuvre sérieuse, attachée à travailler au pays, voulant se perfectionner. Donc, on a de très belles Thalasso en Bretagne. Et évidemment, une bonne équipe, mais il faut des locaux de qualité. Et je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de Thalasso qui se rénovent et qui ont fait des investissements. Il faut que ça continue. Valérie. Mais si justement on a finalement, si la Bretagne est une terre de Thalasso, quels sont vos facteurs de différenciation en fait? Parce que même si ce sont des partenaires, ce sont aussi des concurrents. Comment est-ce que vous jouez votre carte, vous, à Saint-Malo avec les thermes? Alors, il y a d'abord l'implantation, la ville, l'environnement. Bon, ça, ce sont des caractéristiques intangibles. Ça, une plage de 3 km, on ne l'a pas créé. Un bâtiment qui a maintenant 120 ans, il a sa personnalité, il apporte beaucoup de majesté et de confort en même temps. Comment on peut faire la différence? Par le management, par le recrutement et par la formation. Alors là, dans le domaine de la Thalasso, par exemple, il n'y a pas d'école. Donc c'est vraiment une culture d'entreprise. C'est un choix. Nous avons l'Académie des terres marins. Nous avons nos formatrices, nos formateurs, et nous assurons la formation de nos équipes. Et ça nous prend beaucoup de temps, mais nous considérons que c'est un investissement durable. On parle beaucoup de durable, donc parce que ça nous permet de les garder plus longtemps. Alors, ils sont quelquefois chassés par les concurrents, mais quand ils se plaisent bien chez nous, on arrive à les garder, bien sûr. Donc c'est l'excellence, quelque part, qu'on va chercher. C'est important d'investir sur le personnel. C'est même essentiel. Je veux dire, vous mettez 2 mois de plus à les former, mais si vous les gardez quelques années de plus et qu'il y a moins de rotation, vous êtes très gagnant. Serge Rolik, vous avez dû certainement stopper vos voyages car vous voyagez énormément pour regarder, observer ce qui se passe à travers le monde. Beaucoup sur Dubaï, où là vraiment il y a des choses complètement incroyables en matière de Thalasso. La Thalasso version française, qu'est-ce qu'elle a vraiment de plus vertueuse peut-être par rapport aux grands ou aux très très grands groupes qui ont investi des fois énormément d'argent? Le sérieux. Je pense qu'on a une Thalasso en France qui s'appuie sur, entre guillemets, le médical. Il ne faut pas que le mot fasse peur. On a des médecins, on a des kinés, on a du professionnalisme. Et on répond à plusieurs volets. Je parlais de l'arthrose, du rhumatisme, c'est les maladies du squelette, et on a tous un jour, malheureusement, un problème d'arthrose, un problème de genou, un problème de ligament. Bon, ce côté-là n'est pas du tout travaillé par les anglo-saxons dont je parlais. Mais on a donc, ça c'est un peu la rééducation à la française en eau de mer. On a eu des scientifiques qui ont travaillé sur le sujet, comme Quinton, et puis il y a une tradition de la rééducation en piscine en France. On a aussi l'autre volet qui est celui des cosmétiques, où on est très fort sur la beauté, bien sûr. On a des marques cosmétiques qui tiennent le haut du pavé au niveau mondial. Donc les soins de spa, les soins du visage, soins du corps, toutes les crèmes, tous les onguents, tous les enveloppements, on sait faire mieux que d'autres. On va faire encore un tour de table, il nous reste 8 minutes. L'occasion de poser des questions encore à Serge Rolik, notre grand témoin ce soir. Maurice. Serge Rolik, vous êtes un homme d'action. Imaginez que vous soyez à la fois ministre des Finances, président de la région Bretagne et préfet de région Bretagne. Vous décidez quoi demain matin? Qu'est-ce qui manque pour aller plus fort, plus vite, plus loin? Plus d'autonomie sur la Bretagne, plus de décentralisation, plus de liberté, je pense aussi quand même pour les entreprises. Oui, donner un petit peu de souffle et moins de contraintes, je pense. Vous qui avez des blanchisseries, lorsque vous entendez parler de plan de relance, ça peut vous énerver des fois un peu?
Ah non, 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 je pense que c'est bien que l'État se préoccupe des entreprises. Je pense que la gestion économique de la pandémie a été bonne. Je pense qu'il y a eu une réactivité avec les prêts garantis par l'État. Il y a certainement eu... Qui a sauvé l'économie. Je pense vraiment. Vous parliez de nos blanchisseries, oui. Mais il y a une chose que j'aime bien, c'est contrôler la qualité de ce que nous faisons. Alors, par définition, on fait de l'intégration verticale. Donc, nous fabriquons nos chocolats. On fait quelques dizaines de tonnes par an. Nous fabriquons notre pain. Donc, mon ami le Duf n'est pas très content parce qu'il aimerait bien que je lui l'achète. Mais je lui dis, mon pauvre Louis, on a pris nos habitudes. Puis j'ai mes boulangers, donc je vais les garder quand même, etc., etc. Et puis, au niveau blanchisserie, là aussi, à un moment, on ne trouvait pas la qualité chez les industriels habituels, et on est dans le domaine de l'hôtellerie. Et donc, on a décidé de faire une première blanchisserie qui aujourd'hui n'est plus grosse de Bretagne. Et puis on vient d'en racheter une deuxième là. Et donc on a à peu près 500 clients hors groupe dans le domaine de la blanchisserie. Et nous apportons donc cette notion de qualité que nous souhaitons avoir pour nos établissements à d'autres partenaires hôteliers, qui ne nous voient pas comme des concurrents, mais comme des partenaires. Carole. J'ai plein de questions, il nous reste que quelques minutes. Alors, je voudrais revenir sur le côté, justement, des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a des actions aujourd'hui dont vous auriez besoin? On sait que le tourisme est super important en Bretagne. Est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous souhaiteriez voir mener en Bretagne pour faire évoluer vos thalassos et hôtels? Oui, bien sûr, la promotion, pour la formation, ouais, j'ai entendu, la formation, bien sûr. Maintenant, le monde du tourisme est très éclaté. Il ne faut pas rajouter des couches de lasagne au millefeuille. Parce que c'est un peu ça, hein, quelquefois. Ouais. C'est un peu indigeste. Ouais. C'est des lasagnes, hein, c'est parfois un peu indigeste. Donc c'est assez compliqué. Il faut pas créer des nouveaux organismes qui vont se superposer. Et toute la difficulté, c'est la bonne coordination des actions entre les professionnels et les collectivités qui ont de l'argent et qui peuvent l'utiliser de façon efficace, bien sûr. Valérie. Une question plus personnelle sur la famille. On en a parlé tout à l'heure et vos enfants ont rejoint le groupe. C'est pas toujours facile de travailler en famille. Quelles sont les clés de la réussite en fait pour réussir à faire venir ces enfants? Je crois qu'ils ont eu une activité professionnelle en dehors de la vôtre. Quelle est votre vision là-dessus? Alors d'abord, c'est très bien que les enfants aient fait leurs preuves ailleurs. Pour eux, principalement. Et puis, alors les avoir maintenant dans le groupe, c'est un grand bonheur, c'est le meilleur cadeau que la vie ait pu me faire. Et puis ça permet d'avoir les petits-enfants tout proches. Je veux dire, quelles sont les familles aujourd'hui qui ont la chance d'être sur un même territoire et puis qu'on me propose d'aller... Eh bien demain c'est mercredi, ben oui, demain c'est mercredi, il va falloir emmener la petite fille à tel endroit, ceci, cela. Donc c'est un grand plaisir. Quand les enfants arrivent, il faut leur laisser leur place. Ça, il faut vraiment avoir l'humilité et la modestie de se dire, il y a un temps qui change, il faut qu'ils prennent leur place, qu'ils trouvent leur équilibre. Donc ça c'est un premier point. Mais l'équilibre, il change. 2 ans ou 3 ans après, les ambitions sont plus les mêmes, le périmètre peut avoir changé, l'un a pris plus de place que l'autre. Donc il faut être très vigilant, là aussi, à toujours écouter et à laisser la place à chacun et qu'il trouve à se réaliser et qu'il se voit sa propre carrière. Parce que voilà, on fait carrière dans une entreprise, et bien les enfants arrivent dans l'entreprise et ils font aussi carrière. Hein. Ils ont leur avenir à assurer pour... Et puis eux, a priori, ils n'ont pas envie de changer d'entreprise dans 5 à 10 ans. Donc il faut voir assez loin jusqu'où ils iront. Serge, on est arrivé au terme de ce rendez-vous économique. Une toute petite question. Il y a toujours une fierté pour vous d'accueillir, parce que vous adorez le sport, les équipes de France principalement qui viennent se ressourcer pour préparer les grands événements, les JO, les championnats du monde. Parce qu'à Saint-Malo, il y a tout pour aussi...
avoir la condition et préparer les grands défis de demain? Oui, le sport est une chose. Le sport est une activité qui m'a toujours attiré. Alors, je suis pas du tout un champion, hein. Mais justement, recevoir des champions, des gens qui consacrent toute leur vie et leur énergie sur des objectifs comme les Jeux Olympiques, est une chose qui nous a toujours passionnés, qui motive aussi beaucoup les équipes. C'est un élément. Quand on avait reçu la Djidoukoura à une certaine époque, là pour les Jeux de Rio, je crois qu'on avait reçu les 3/4 des médaillés dans nos établissements. Donc, Renaud Lavillenie notamment. Oui, absolument. Et on a la fierté de nos équipes, on a la fierté de j'avais fait la douche sous-marine, voilà, à Renault. J'ai fait il y a notre décathlonien qui avait gagné la médaille d'or à l'époque à Rio, voilà, et qui a fait une très belle performance à Tokyo finalement, parce qu'il a failli presque abandonner, il a terminé avec la médaille d'argent. C'est absolument remarquable, hein. C'est très motivant pour les équipes, c'est très motivant aussi pour l'établissement. Merci Serge Rolik, président directeur général des Thermes Marins de Saint-Malo. On peut vous applaudir. Merci en tout cas d'avoir honoré cette invitation. Excellente semaine avec les chroniqueurs. Eh bien, nous aurons grand plaisir à vous retrouver toujours depuis l'Atrium pour votre TVR BPGO Business Club. Excellente semaine à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.